Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathi El Aouni. Bonjour et ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. En effet, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, une femme est victime de violences dans le monde. Selon les chiffres publiés par les Nations Unies, une femme sur 3 a subi au moins une fois des violences physiques ou sexuelles d'un partenaire intime ou bien des violences sexuelles de la part d'une autre personne. Et ce, sans parler des coups, sans parler du harcèlement, sans parler de celles qui, par peur, ne portent pas plainte. Et le plus grave, durant cette pandémie, c'est que certaines se sont retrouvées enfermés avec leur bourreau. Jusqu'au 10 décembre prochain, ce sont les 16 jours d'activisme pour dire stop contre les violences faites aux femmes, mais aussi bien sûr les jeunes filles, parce que certaines sont victimes dès leur adolescence. 2M, Radio 2M et 2M.ma, comme chaque année, soutient bien évidemment cette opération. Vous savez que c'est un sujet qui nous tient très à cœur. Avec nous, la représentante d'ONU Femmes au Maroc, Leïla Rhiwi. Bonjour. Bonjour Madame Arni. Comment allez-vous ? Ça va. Merci de nous accorder un peu de temps parce que je sais que c'est une course infernale pour vous en ce moment. Vous le verrez sur les images qui seront postées dans quelques instants sur nos réseaux sociaux. Une écharpe orange portée par les équipes de 2M. Orangez le monde, vous aussi, si vous le pouvez. Montrez votre solidarité jusqu'au 10 décembre prochain pour mettre fin aux violences faites aux femmes. Ma première question, Leïla Rhiwi, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux facteurs de risque de violence à l'égard des femmes ? Est-ce que l'on peut dire les inégalités ? Alors, oui, je vais essayer d'être très synthétique et succincte pour répondre à cette question quand même assez complexe et que le Haut Commissariat au Plan a essayé d'approcher. Les principaux, ce qu'on appelle les déterminants de la violence que peuvent subir les femmes, il est d'abord noté au niveau de l'âge de l'auteur de la violence. La prévalence elle est plus élevée lorsque les jeunes auteurs de violence ont moins de 35 ans. Ça, c'est le premier facteur de risque. Le deuxième facteur de risque, et c'est celui du vécu de la violence. Plus un homme, un jeune, un enfant a été éduqué dans un environnement violent, a vécu la violence de ses parents, la violence dans son environnement, et plus il est susceptible de reproduire cette violence. Et toujours dans la même enquête, il est quand même plus important quand on a vécu dans un environnement de violence de le reproduire à 72,9% quand même par rapport à ceux qui n'ont pas été dans des environnements violents, qui sont néanmoins violents et qui sont dans le cadre de cette enquête de 45%. Et le troisième facteur de risque lorsque l'on parle des auteurs, c'est le statut économique. Paradoxalement, les hommes qui ont une activité économique sont plus susceptibles de pratiquer de la violence sur leur partenaire que ceux qui sont, on va dire, en chômage. Par rapport aux femmes, un des déterminants également, il est totalement également le même que pour les auteurs de violence. Plus une femme a été aussi élevée à l'enfance dans un environnement violent, plus elle est susceptible de revivre la violence qu'elle a vécue. Si vous voulez, c'est très intéressant d'analyser cela parce que c'est pas le même phénomène qui se passe pour l'auteur qui reproduit le modèle de la violence dont il a été imprégné, nourri, mais la femme, c'est un curseur de violences qui se relâchent chez elle. Ayant vécu des violences dans son enfance, ayant observé dans son environnement, il y a un relâchement du curseur et c'est une acceptation, on va dire, qui va être beaucoup plus accentuée chez celles qui sont victimes de violences. Je vais vous dire à quel point vous avez raison. Je vais m'arrêter sur ce point en particulier de jeunes femmes qui n'ont connu que ça. J'aimerais vous faire réagir justement à ce témoignage. Une jeune femme qui nous a appelé ce matin dans l'émission Kilma Likoum avec Redouane Ferrouhi. Et écoutez-la, en fait, elle n'a connu que ça dans sa vie. أنا تعرضت للاعتداء والعنف من صغري منين عندي 7 سنين من طرف زوج الأم ومن طرف الإخوة وكبرت وبقيت على ذاك الحال وما لقيتش شي حد اللي يوقف معايا ورغم ذلك أنني تزوجت ولقيت نفس الصعوبات اللي لقيت في
الصغر لقيتهم مع الزوج ديالي كيضربني كيعنفني. ولكن ما قديش دابا انا حامله وما قديش انني كنشوف قدامي انني كناكل عزو كنشوف كلشي، ولكن كنشوف قدامي ثاني الا رجعت بتلقى انني ثاني نفس العنف. يعني هادشي علاش كنقول صابره وكلشي، ولكن كنشوف الا مشيت حتى ديكلاريت بيه ما كاينش فين غنمشي، يعني ما كاينش حياتي ضاعت. كنشوف مهم شحال من حاجه، يعني حنا في العنف ديال الضرب بالمعقول. انا الزوج ديالي ضربني تعدى عليا وانا حامله والدم غادي مني، وجا مقدم حنت بحكم ان حنا كاينين في الباديه. جا مقدم قلت ليه راه شنو، عيطوا ليا الجندام، عيطوا ليا شي حتى بغيت هنا عارفه انا ما عارفه منين ندخل ولا منين نخرج. قال لك ما يمكنش يجيو الجندام الا ما عطيتهم الفلوس. Vous avez entendu ce témoignage, Oui, Leïla Rioui. Cette jeune oui. femme connaît la violence depuis l'âge de ses 7 ans, au sein même de sa propre famille. Et ce que vous disiez, ça paraît fou quand même de se dire qu'on revit la même chose. Aujourd'hui, elle est mariée, elle est frappée par son mari, elle est enceinte, et c'est une jeune femme totalement perdue. Absolument, tristement. Tristement, donc deux aspects dans ce témoignage qui confirment que le Haut Commissariat au Plan a relevé dans son enquête de prévalence. D'abord, bien évidemment, elle a témoigné que son enfance a été marquée par la violence, donc elle continue à la vivre, ça c'est d'une part. Mais il y a aussi l'autre dimension, vous me demandiez par rapport aux facteurs, il y a aussi le statut économique, le revenu des femmes. Lorsque la femme n'a pas de revenu, elle est plus susceptible de vivre dans ce cercle infernal de la violence. Elle n'a pas les moyens d'échapper, de sortir du cercle de la violence. Donc aussi, ça c'est très important. Plus on est économiquement indépendante et plus on a la possibilité d'échapper, on va dire, à la violence. Oui, c'est quand même... Ces jours d'activisme de la campagne donc onusienne sur les violences à l'égard des femmes, c'est un moment d'intensification de la mobilisation où, sur toute la planète, l'ensemble des continents, au même moment, on est en train de parler de la même chose pour justement, disons, marteler et frapper les esprits. Et pendant ces jours, le nombre de témoignages qu'on a entendus similaires à celui de cette jeune femme est quelque chose qui est vraiment révoltant. Et franchement, d'abord, je remercie beaucoup la chaîne 2M pour la mobilisation. Vous avez un rôle essentiel, fondamental. Et vous donner l'antenne à vos auditeurs et auditrices, c'est très important. Mais je pense que ce que vous faites aussi, c'est que en donnant l'antenne, vous interagissez avec eux et vous avez le message de la sensibilisation, de la transformation des mentalités que vous assurez qui est aussi essentiel. Ouais, un sujet qui nous tient très à cœur. Et d'ailleurs, durant toute cette semaine, dans Kilma Likoum avec Redouane Farrouhi, on vous donne la parole, Tskilmo, appelez-nous. Alors, la facilité de ce que nous disent beaucoup, et qui est la force un petit peu de la radio, c'est qu'on nous appelle anonymement. Vous pouvez changer votre nom, vous pouvez changer votre ville, mais témoignez tant que vous le pouvez. Pour lutter contre la violence à l'égard des femmes, il est aussi urgent peut-être, Leïla Rioui, de réduire aussi toute cette stigmatisation autour de cette question. Oui, vous avez fait bien d'en parler parce que le problème que les femmes rencontrent par rapport à la question de parler, de partager, c'est le fait qu'elles-mêmes, lorsqu'elles sont victimes de violences, un sentiment qui a été relevé de honte, de crainte de représailles, de crainte d'être blâmée, de risque de ne pas être cru, de crainte d'être rejeté par la société, mais aussi par l'environnement. Souvent, il y a aussi la situation de ces femmes qui vivent dans des contextes de pauvreté ou vulnérables, où voulez-vous qu'elles aillent? Donc, c'est vraiment complexe et il y a beaucoup d'autres facteurs et déterminants qui viennent complexifier encore la situation. Et donc cette stigmatisation est très très dure et je pense que ce qu'il faut aujourd'hui passer comme message, et grâce maintenant au nouveau cadre légal, à tous les efforts que la Direction générale de la Sûreté nationale est en train de faire, le ministère public, le ministère de l'égalité, le ministère de la Santé, des cellules
des cellules dans l'ensemble des hôpitaux du Maroc. Il y a des cellules violences dans l'ensemble des commissariats aujourd'hui et des arrondissements. Il faut aujourd'hui que les femmes puissent se sentir confiantes de s'adresser à une autorité compétente. Je veux dire ça parce que il y a quelque chose qui est aussi préoccupant que nous avons relevé, c'est celui du silence de l'environnement. Parce que cette violence, lorsqu'elle se passe dans un environnement. Et elle se passe d'abord dans l'environnement familial parce que la prévalence de la violence conjugale est la première en termes de taux, d'importance au niveau du taux. Et donc, je voudrais m'arrêter là pour dire que cette violence se passe dans un environnement, à part celle qui est bien évidemment sexuelle, qui est difficile d'observer, mais la violence psychologique, physique, économique se passe et l'environnement où les proches se voient. Et non seulement la vie, mais les femmes ont témoigné d'avoir partagé le vécu de violence à leurs proches à un taux quand même assez important qui avoisine, je ne sais plus le chiffre, mais qui avoisine les 60% de partage. Quand elle va vivre la violence, elle va le dire d'abord à la famille, elle va le dire aux proches, elle va le dire dans un certain nombre de circonstances. Mais une fois qu'il s'agit de dire non à cette violence et de s'adresser à une autorité compétente, que ce soit la police ou que ce soit un autre service ou le ministère public, au tribunal, etc., d'engager une action, ces femmes ne vont pas le faire. Et le taux, il est seulement de 10% aujourd'hui. Il est de 10% aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une acceptation de la société de cette violence dont sont malheureusement victimes les femmes, et que la société, tout en étant consciente, en la voyant, n'accompagne pas les femmes pour dire non, elle ne doit pas être laisse faire. Elle voilà. Laisse faire. Et quelquefois, peut-être chez les plus jeunes, au sein des foyers, vous le disiez dans votre première intervention, peut-être que l'habitude en elle-même et tout ce qui se passe, d'où l'urgence de faire bouger les mentalités. Je vais vous faire écouter un autre témoignage qui, celui-ci, risque de provoquer votre colère, mais force est de constater, c'est peut-être pas une majorité, mais en tout cas, ce sont des choses qu'on a beaucoup entendues ces derniers jours sur notre antenne. Je vous fais écouter ce monsieur. أنا شفت حالات كانوا مثلا التجأوا للقضاء النهار الاول ما غاديش يبقاو، ولكن انا شفت حالات انهم تعرضوا للعنف وانهم الان في احسن حاله عايشين. فهمتي ولا لا؟ يعني دائما خصو يكون الصبر كما قال الله تبارك اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. يعني اي واحد صبر الله تعالى كيجازيه. سي عبد القادر، واحد السؤال الله يجازيك بخير. نعم. عندك شي اخت عندك شي بنت؟ عندي جوج بنيتات وعندي 4 خوتي بنات. الله يخليهم لك. واخا غنمشي معاك في بناتك. مزوجين ولا مازال؟ لا مازال ما مزوجين. مزوجه سيدي، راجلها كيشدها كيعطيها قتله ديال العصا، اش غادي دير انت؟ ولكن علاش كيعطيها قتله ديال العصا؟ علاش كتقبل على بنتك تاكل العصا؟ علاش كتعطي علاش دابا غير جاوبني، واش تقبل على بنتك؟ غير اسمع، انا راه اختي طاحت في نفس الموقف وكنا تسرعنا ودرنا وراه تفرقت ولادها مشردين، ولكن كيكون الصبر كيكون من بعد منه الفرج. Voilà, vous l'avez entendu, Svar, et quand l'animateur lui demande pourquoi, il lui répond, c'est sûrement qu'elle a fait quelque chose. Oui, je suis, bien sûr, choquée d'entendre ces propos. Je pense que écoutez, ce témoignage est parfaitement illustratif de la société patriarcale, de domination masculine, de supériorité des hommes, et qui consiste à dire que la femme, sa place, c'est d'abord de subir, de supporter, parce qu'il y a un mâle qui a raison, et que si elle a été frappée, c'est parce qu'elle a bien mérité. C'est tout ce contre quoi il faut justement agir. Il faut transformer les mentalités de ces hommes. Il faut les faire réfléchir sur leurs privilèges d'hommes dans cette société et de les remettre en question pour que
on considère que la femme a sa dignité, son intégrité physique, morale, psychologique, et que personne n'a le droit, elle n'a pas à subir, et elle n'a pas à être, disons... Mais le drame, là, Leïla Elhioui, c'est que ce monsieur est père de famille. Et donc, au sein de son foyer, et ses enfants, filles et garçons, entendent leur père se dire ce genre de choses. Et voilà, c'est totalement la reproduction dont on parle. Donc voilà, ce qu'il faut peut-être dire en écoutant ce témoignage, c'est de dire que travailler sur les femmes victimes de violences n'est pas suffisant. Voilà. Penser les plaies n'est pas suffisant. Leur assurer d'aller vers un service autorité compétente n'est pas ce qu'il faut, c'est agir sur la racine, on va dire, la graine qui fait que ces hommes sont violents et reproduisent cette culture à leurs enfants. Il faut aller travailler sur les hommes, il faut travailler sur les garçons, il faut travailler sur les hommes, il faut travailler sur les jeunes, il faut travailler à l'école. Lorsque les enfants... Alors, je vous arrête là, vous venez de prononcer un mot qui est important. Vous venez de dire le mot école. Est-ce que toute la sensibilisation ne doit pas démarrer là, auprès des écoles? C'est là que doit peut-être commencer dès le plus jeune âge. Absolument, il faut commencer à l'école. Lorsque à l'école, on reproduit le même schéma patriarcal, en séparant les espaces, en n'acceptant pas la mixité, en séparant les jeux, en faisant des enfants, en élevant des enfants, en éduquant des enfants dans un espace scolaire où on ne leur fait pas partager le tout, c'est-à-dire où on distingue les espaces, et bien à partir de ce moment-là, le garçon, il va reproduire un refus de partage de l'espace avec la jeune fille, par la suite, l'adolescente et la femme. Et de là, on va aboutir à ce harcèlement dans l'espace public qu'on ne va pas reconnaître comme un droit pour les femmes de se mouvoir dans cet espace public. Je vais aller plus loin, je vais même aller plus loin. Est-ce que vous ne croyez pas que ça devrait être dans les manuels scolaires ? Oui, mais bien sûr que ça doit être dans les manuels scolaires, dans les activités ludiques, dans les activités parascolaires, dans les enseignements que l'on donne aux enfants, dans les exemples et les modèles qu'on leur présente, dans les exercices qu'ils font, dans les jeux de rôle qu'ils font, dans les activités, dans le vécu en entier dès qu'ils traversent. Dès qu'ils passent le seuil de l'école, ça doit être un espace où le vécu de l'égalité doit être matérialisé dans toutes les déclinaisons de la vie de la classe, de la cour, de l'espace. Donc moi j'avais été une fois, scotché par un jeune garçon de 12 ans. On était parti échanger dans une école et cet enfant expliquait devant les professeurs, etc., avec une assurance que oui, les filles qui sont dans la rue, c'est parce que certainement elle n'est pas habillée correctement. Exact. Et qu'est-ce qu'elle fait à cette heure-là. Et donc quand un enfant de 12 ans dans une école devant ses enseignants, et que vous voyez ce que je veux dire, se permet de le dire, c'est qu'il se sent en sécurité de le dire. C'est pas, il est à l'aise de le dire. Pour lui, c'est normal. Pour lui, c'est normal. Voilà, il ne le dit pas en ayant peur ou en étant inquiet ou de ce qu'on va lui retourner comme argument parce qu'il a dit non. Il le dit avec beaucoup d'assurance dans un espace scolaire devant des adultes qui sont ses encadrants. Ça veut dire que c'est une culture qui est effectivement véhiculée de par les encadrants à ces enfants-là. Et donc, c'est pour ça que le travail au niveau de l'école est fondamental. Il est essentiel. Je suis totalement d'accord avec vous. Alors, un autre élément, et non des moindres, Leïla Elhioui, on parle des femmes victimes de violences, des jeunes filles, mais quelquefois, ceux que l'on oublie, en fait, ce sont les séquelles, les répercussions que cela peut avoir quand il y a des violences au sein d'un foyer sur les enfants. Et là aussi, en fait, il y a beaucoup, et beaucoup ne le savent pas, il y a tout un accompagnement qui est possible pour accompagner ces enfants-là. Je pense qu'il y a de l'accompagnement, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Qui n'est pas suffisant. Il y a beaucoup à faire parce que les séquelles des enfants qui sont victimes, qui ont vécu, qui ont observé, qui ont vu leurs parents
qui pratiquaient la violence ont des séquelles qui sont d'ordre psychologique, des fois très profonds. Voilà, très profonds. C'est des décrochages scolaires, c'est des situations d'isolement, c'est des régressions au niveau, c'est des perditions scolaires pour certains, c'est des retards au niveau de la scolarité, mais c'est surtout des traumatismes psychologiques qui ont besoin d'accompagnement vraiment spécifique. Il y a beaucoup de choses qui se font, notamment par la société civile qui accompagne, et notamment les associations féministes, puisque quand elles reçoivent les femmes victimes de violences, elles reçoivent la femme, mais elles reçoivent avec elle qui arrive avec son enfant, et donc il y a des tentatives d'accompagnement psychologique en même temps de mettre la femme dans le circuit de la prise en charge, mais aussi d'encadrer le petit. Mais comme vous le savez, ces traumatismes-là sont profonds et c'est pas avec quelques séances dans un centre d'écoute qu'on règle le problème. C'est des accompagnements qui prennent beaucoup de temps parce que c'est des choses qui sont imprimées dans la mémoire de l'enfant et qui vont rester, et qui vont garder des séquelles dans sa vie d'adulte. Et voilà, je pense que... Ouais. Quel rôle, on parle des femmes battues, on parle du foyer, on parle de la gravité de séquelles, les répercussions sur les enfants au sein de la maison. Quel rôle pouvons-nous, simples citoyens, jouer, nous, au quotidien? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour la violence tout court, d'abord, moi, je dirais que la première chose, c'est ne pas se taire. Pour les citoyens et pour les victimes. C'est-à-dire que quand un citoyen dans la rue voit une violence, il ne doit pas se taire. Il doit interpeller les personnes, il doit agir. Il ne faut pas se taire. Ça, c'est la première chose. On peut pas rester comme ça insensible et ne pas agir lorsqu'on voit quelqu'un être maltraité ou battu. Ça, c'est pour moi fondamental, essentiel. La deuxième chose, il faut que les femmes soient plus confiantes dans leur environnement et que, disons, quand je dis environnement institutionnel, je veux dire, et qu'elles puissent faire le pas et qu'elles puissent aller vers le service témoigner. Et le troisième, je dirais, moi j'ai 3 idées à ce niveau-là, c'est de partir pour compléter ma première idée, c'est quand je dis agir, il faut appeler les services de police. Je vois une violence, j'appelle la police. Je ne suis pas... Après, la police jouera son rôle, fera son travail. Mais si moi je suis témoin de violence, j'appelle la police. J'appelle, je dis tel endroit, à telle heure, là, en ce moment, il se passe quelque chose. Même dans les immeubles, si on entend quelqu'un hurler, ça c'est arrivé, on l'a eu. On a eu combien d'appels, on les a orientés vers les ONG pendant le confinement, les femmes qui ne pouvaient pas sortir et qui criaient. Donc, d'abord, appeler la police, ne pas se taire. Voilà, je pense que c'est fondamental. Ouais, c'est les messages que l'on retiendra. Une dernière question, s'il vous plaît. Oui. Beaucoup de femmes, en fait, nous disent qu'elles ont peur. Elles ont peur de tout perdre, elles ont peur de perdre même leurs enfants. Et quand on leur demande, mais portez plainte, allez-y, on sent, ne serait-ce qu'au ton de leur voix, qu'elles ont peur de leur bourreau. À ces femmes, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Il ne faut pas avoir peur. Voilà, je dirais, il ne faut pas avoir peur. Qu'aujourd'hui, on est capable de les protéger? Je pense qu'on est capable de les protéger. Donc, je ne peux pas dire que c'est parfait, mais moi je dis d'abord, il ne faut pas avoir peur, on ne doit pas avoir peur. Il faut sortir du cercle de la violence. C'est partager. Il y a toujours un recours, il y a toujours une ONG qui va écouter, un service institutionnel, quelqu'un qui va pouvoir donner de l'appui. Mais c'est cette peur qui fait qu'on continue à vivre la violence. Exactement, et qu'elle ne s'arrête pas. Leïla Rhiwi, la représentante d'ONU Femmes au Maroc, était mon invitée aujourd'hui. Je vous rappelle également que durant toute cette semaine, dans Kilma Likoum avec Redouane Forrouhi, n'hésitez pas, témoignez,
des responsables, des experts. Ce matin, c'était pour les cellules de la DGSN, mais durant toute cette semaine, nous donnerons la parole également aux associations et à qui vous pouvez vous adresser si vous êtes victime de violences. Merci beaucoup, Leïla Rhiwi. Merci à vous, Fatih El-Aouni. Merci beaucoup pour tout le travail que vous faites de sensibilisation grâce à votre émission. Merci à vous. Vivre avec vous.